Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pouvons-nous affirmer que telle communauté, telle société, tel peuple a un certain état d'esprit, certaines dispositions, certaines caractéristiques et pas d'autres? N'est-il pas vrai qu'aucun groupement humain n'est globalement homogène, qu'en son sein existent et subsistent des individualités qui peuvent être très différentes les unes des autres, voire même parfois diamétralement opposées? Pourtant, et là aussi le postulat est patent, tous les groupements humains ont des caractéristiques qui leur sont propres, même si en leur sein des exceptions ne sont que des exceptions. Tout le monde conviendra que la société japonaise est très organisée, très laborieuse, très civique, respectueuse des règles sociétales, et que telle autre société africaine, par exemple, de tel ou tel pays est très anarchique, très individualiste, très désorganisée, très archaïque, à la limite de la primitivité. Pourtant, dans ces deux sociétés existent, malgré leurs caractéristiques les plus visibles, des individus qui ne sont pas conformes aux normes collectives, qui lui sont même tout à fait antinomiques. Mais c'est la disposition générale qui l'emporte et qui distingue l'une de l'autre. Pourquoi alors? Pourquoi existe-t-il des sociétés de telle conformation et d'autres d'une toute autre? Est-ce là une disposition génétique, héréditaire, naturelle? Je ne suis ni sociologue, ni anthropologue, mais je crois pouvoir affirmer que non. Contrairement à certaines thèses fascisantes ou résolument racistes, je crois très fermement qu'aucune communauté de même conformation ethnique n'est génétiquement disposée à tel ou tel penchant, tel ou tel tempérament. La meilleure démonstration en est que si vous prenez à leur naissance deux frères jumeaux, des jumeaux monozygotes, et que vous les faites adopter par des familles qui appartiennent à des sociétés très différentes l'une de l'autre, vous obtiendrez des adultes qui auront les caractéristiques générales de leur société d'adoption respective. Celui qui aura été élevé au Japon sera plutôt inhibé, plutôt civique, plutôt consensuel, plutôt organisé, qui respectera strictement les files d'attente. Et celui qui aura grandi dans ce pays africain tout récemment décolonisé, très pauvre, très anarchique, qui plie sous la férule d'un régime despotique, sera plutôt exubérant, incivique. Il ne respectera les règles sociétales que s'il y est contraint. Il jouera du coude plutôt que de faire la queue, et il n'aura pas de vraie conscience de ses droits naturels dans une société globalement expurgée de conscience politique collective. Pourtant, les deux jumeaux, issus d'un même œuf, étaient génétiquement conformés pour être pareils, et non pas seulement physiquement. C'est que donc ces dispositions collectives sociétales ne sont pas innées, mais acquises. Alors, pourquoi cette longue digression que je vous fais subir maintenant? À quoi je veux en venir? Eh bien, c'est parce que nous devons cesser de mettre les cadavres dans les placards et la poussière sous le tapis. Le moment doit venir de désamorcer ces bombes à retardement que d'aucuns sèment laborieusement sur notre chemin depuis 1962. Ces thèses qu'ils tentent de distiller au sein de l'opinion publique algérienne sur telle ou telle communauté.
sur les caractéristiques qui les distinguent les unes des autres, en rajoutant un peu, bien sûr. Il est vrai que certaines de nos communautés nationales et certaines de nos régions ne réagissent pas aux événements et à la même mise du régime sur notre pays de la même manière, avec la même force. Non pas que les unes ou les autres ont des dispositions naturelles, génétiques, mais parce que, comme nos deux jumeaux monozygotes, elles ont évolué dans des contextes très différents les unes des autres. Parce qu'elles n'ont pas connu les mêmes vicissitudes, les mêmes environnements sociétaux, les mêmes parcours historiques, les mêmes terreaux culturels. Parce que leurs contraintes ou leurs privilèges géographiques ne sont pas les mêmes. Parce qu'elles ont la chance ou la malchance d'être plus ou moins ouvertes sur le monde. Soyons plus précis, quitte à fâcher certains esprits chagrins qui font un usage politique chafouin de ces différences et de ces sensibilités communautaires ou régionales. Et disons les choses plutôt que de les susurrer, plutôt que de les suggérer. Pourquoi nos compatriotes de Kabylie sont-ils aussi prédisposés et aussi enthousiastes à contester le despote beaucoup plus fort que nos compatriotes d'autres régions, dont certaines sont pourtant dans une situation atroce et qui, en toute logique, auraient dû être dans la contestation et la rébellion plus que tout le reste du pays. Le Sahara, par exemple, qui ne réagit pas avec la même force que la Kabylie, à la même mise du régime sur notre pays, alors que nos compatriotes sahariens sont bien plus opprimés que leurs compatriotes kabyles. Eux dont les richesses du pays sont sous leurs pieds, eux qui sont quasiment les seuls dans le pays à ne pas en profiter du tout. Eux qui ne trouvent même pas un emploi dans leur propre région, qui se débattent dans une misère endémique proprement inimaginable pour qui ne connaît pas leur situation. Pourtant, et cela me fait mal de le dire aussi brutalement, nos compatriotes du Sud, tellement généreux, tellement placides, tellement tolérants et surtout tellement opprimés, tellement bridés, tellement étouffés, sont ceux qui ont le moins contribué à ce formidable sursaut du Hirak. La question se pose, et je la pose. Les réponses sont très diverses, très compliquées, très subtiles, et je ne pourrais pas toutes les dire ici. Mais si je pouvais résumer mes pensées, je dirais tout simplement que l'explication se trouve non pas seulement dans l'environnement climatique et géographique, mais surtout dans le fait que la Kabylie a toujours été un vivier d'émigration, d'ouverture vers ailleurs, non seulement dans tout le pays, mais partout dans le monde, alors que le Sahara est une enclave, où les habitants sont durablement fixés, d'où ils ne bougent que très peu, hormis les Mozabites, à la différence que ceux-ci se sont confinés dans le petit commerce et le négoce, alors que les Kabyles se sont immergés dans des secteurs en gestation, en fusion permanente, comme l'industrie, les travaux publics et bâtiments, le tertiaire et d'autres secteurs où les luttes de classe, le syndicalisme, le progressisme, les affrontements idéologiques sont en perpétuelle effervescence. Et plus que ces terrains très favorables à l'émergence d'une conscience politique critique et contestataire, Alger, il se trouve qu'Alger est aux portes de la Kabylie. Et contrairement au Sahara, la Kabylie est surpeuplée, donc naturellement portée à la concurrence des idées, à l'émulation, au besoin de se distinguer, alors que le Sahara est loin de tout, sous-peuplé, avec de grandes distances entre les agglomérations, sous un climat très dur qui incline naturellement à l'indolence et à la sieste politique, où les potentats locaux, alliés naturels du régime, ont plus de facilité
pour manipuler et fliquer leurs concitoyens. C'est le cas de toutes les autres régions, où chacune a sa propre spécificité culturelle et sociétale. C'est pourquoi le Hirak n'a pas été de la même intensité et du même engagement partout dans le pays. C'est pourquoi les Baltajia et les Doubeb ne sont pas aussi à l'aise dans une région ou dans une autre. En Kabylie, les Baltajia rasent les murs et les Doubab écrivent sous des pseudonymes, alors que dans d'autres régions, ils ont pignon sur rue. La nouveauté dans cette problématique que je vous présente est que le régime a très vite flairé le danger. Il a compris que, contrairement à d'habitude, le Hirak n'est pas une émeute circonscrite à une ville ou à une région, mais une révolution nationale qui ne porte pas des revendications sociales ou communautaires, mais une aspiration à l'instauration d'un état de droit, donc à l'éradication du système actuel. Une révolution qui tend à la libération de tout le pays, dans son entièreté. Et c'est bien pour cela que tout est entrepris par ce régime, pour diviser les régions. Et c'est bien pour cela que la répression et les intimidations sont plus fortes et plus implacables dans les régions qui bougent le moins. Parce que le régime a peur de la jonction de toutes les régions contre lui. Parce qu'il sait que l'état d'esprit des régions les plus frondeuses est plus contagieux que le corona. Et qu'un état d'esprit révolutionnaire, quand il s'installe, fait sauter la chape qui plombe les dignités et les aspirations. Parce qu'il avive, parce qu'il attise, parce qu'il revivifie le sentiment d'appartenance à une même nation, dont toutes ses différences, dont toutes ses sensibilités.